4 avril 1960, le Sénégal est enfin indépendant. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. À ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Bienvenue sur Senempact Média dans votre rubrique Kaddu Diaspora, l'espace dédié aux voix de la diaspora sénégalaise engagée pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, un acteur clé de la diaspora qui ne cesse d'œuvrer pour le développement de notre cher Sénégal. Il s'agit du professeur Maodo Ba, un citoyen engagé dont le parcours, la vision et les actions inspirent beaucoup. Maodo, bonjour. Bonjour. Dans cet entretien, nous allons découvrir son engagement, son parcours et les projets qui le motivent à agir pour un Sénégal plus juste et plus prospère. Alors, pour commencer cet échange, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours. Vous avez su vous imposer comme une voix influente au sein de la diaspora, mais avant d'en arriver là, quel a été votre chemin? Oui, merci beaucoup. Voilà, je suis Maodo Ba, je suis né à Bourg, au Sénégal. J'ai fait mes études j'ai fait des études d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En même temps, j'étais à l'Institut supérieur de management au Sénégal. Donc, après, j'ai travaillé un peu dans le domaine de la microfinance pendant 4 ans avant de venir en France pour un master en management des organisations, puis un master 1 et 2 en études de stratégie de défense et politique de sécurité en histoire militaire contemporaine avant d'arriver en Île-de-France comme professeur depuis 7 ans. Donc, j'enseigne au lycée en tant que professeur d'histoire-géographie. D'accord. Depuis combien de temps vous enseignez aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? J'enseigne depuis 7 ans en tant que professeur d'histoire-géographie. Cette rentrée, c'est ma 7e année. D'accord. Vous êtes également connu pour votre engagement au sein du projet PASTEF, notamment au sein du mouvement des cadres. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce mouvement et à jouer un rôle actif? Et quels sont les moments forts de cet engagement? Donc, ce qui m'a poussé par rapport au projet PASTEF, parce que voilà, nous, Sénégalais, le plus souvent, quand on est né, on nous éduque avec des valeurs basées sur le patriotisme. Voilà, ce patriotisme, voilà, je suis né, j'ai grandi avec, même en arrivant en France en tant qu'étudiant, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté jusqu'en 2016. Quand je suis allé en vacances au Sénégal, mes amis me parlaient de Ousmane Sonko, j'ai dit c'est qui? J'ai dit oui, vous avez une culture géopolitique, il faudra vous engager en politique. J'ai dit ça ne m'intéresse pas. Jusqu'en 2017, quand j'ai commencé vraiment à écouter ces vidéos et tout ça, ça m'a impressionné, ça m'a plu. Du coup, je suis engagé dans le projet. Donc le projet commence 2019, autant pour moi, la présidentielle. Donc voilà, nous avons perdu, mais nous avons mis les bouchées doubles avec la phase la plus décisive qui arrive avec les événements de mars 2021. Donc voilà ce qui s'est passé, le fait que le régime autoritaire de Macky Sall voulait emprisonner M. Ousmane Sonko. Voilà, on s'est battu bec et ongles pour empêcher cela. Donc nous avons réussi. Et la première phase, la deuxième phase était beaucoup plus difficile avec les événements de mars 2023, de juin 2023. Donc voilà ce qui s'est passé, nous le savons. Donc nous avons pu résister au dictateur Macky Sall. Donc c'est dans ce sens même que je vais vous dire quelque chose qui m'a le plus marqué. C'était au mois d'août de la même année, en 2023, quand je suis allé au Sénégal en tant que membre de PASTEF. Voilà, j'ai été arrêté par la police du fait que je suis avec des chefs d'accusation comme terroriste, menace, destruction de biens publics, etc. L'ensemble des chefs d'accusation comme à l'image de ce qu'on avait accusé le président Ousmane Sonko ou le président Bassirou Diomaye Faye. Donc au bout de 5 jours de garde à vue, voilà, on m'a relâché, le dossier a été classé sans suite.
Et comment vous avez vécu ce moment? C'était quelque chose de normal pour moi. C'est la chose la plus importante parce que je me suis dit qu'à un moment donné de l'histoire d'un pays, il faut que certains se sacrifient voilà, pour ceux qui viennent d'autres. Parce que nous avons des enfants, nous avons voilà, des frères qui sont jeunes et tout ça. Alors, à un moment donné, dans l'histoire d'un pays, il faut qu'une génération se sacrifie pour la survie de ceux qui viennent après. C'est dans cette optique voilà, qu'on s'est battu, qu'on s'est engagé à fond. Donc, nous, on était prêts à tout, voilà, parce qu'il y a des jeunes qui ont perdu leur vie. Nous, si on perdait notre vie, ce serait quelque chose de grandiose, quelque chose de glorieux, parce que la chose la plus importante, c'est de se sacrifier pour son pays. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Donc, c'est une chose qu'on a fait et qu'on n'a pas regretté. S'il s'agit de le refaire, on le referait sans l'ombre d'une hésitation. En parlant de sacrifice, il y a eu quand même 80 morts. Et donc, quand on regarde le slogan du parti PASTEF, comme on dit, le don de soi pour la patrie. Donc, il y a quand même eu des gens qui ont vraiment maintenu cette lutte-là et qui ont vraiment tout donné pour libérer le Sénégal. Aujourd'hui, comment vous voyez cela? Quelles sont vos attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement dans ce sens? En tant qu'historien militaire, voilà, qui travaille beaucoup sur les mémoires de ceux qui se sont battus pour un pays, pour une cause. Donc je me dis que ce serait noble de créer une sorte de mémorial dans le but d'immortaliser ces gens-là, parce que ce sont des gens qui se sont battus, qui se sont sacrifiés pour que le Sénégal sorte de la dictature. Parce qu'à un moment donné, au Sénégal, c'était plus ou moins une dictature. Plus personne n'osait dire ce qu'il pense. Plus de 2000 personnes ont été emprisonnées. Voilà, donc des gens qui se sont battus pour que cela cesse, ce sont des gens qu'on doit immortaliser parce que ce sont des gens qu'on doit mettre, comme le disait Abraham Lincoln, sous l'autel de la liberté pour qu'on n'oublie jamais ce qu'ils ont fait pour le pays. Aujourd'hui, pensez-vous que justice doit être faite pour ces gens qui ont perdu la vie, notamment quand on voit que le président Macky Sall n'est plus au Sénégal et qui vit maintenant dans l'un des pays, au Maroc plus précisément, et qui travaille également pour la France? Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Pensez-vous que la justice pourrait être rendue aux personnes qui ont perdu, aux patriotes qui ont perdu leur vie pour la concrétisation de ce projet? Je pense qu'il y a de l'amertume, certainement, pour certaines personnes, certaines familles, voilà, qui pensent parce que moi, je vais souvent au Sénégal. J'étais là-bas pendant les vacances, pendant plus de 2 mois. Il y en a beaucoup qui m'interpellent par rapport à ça. Donc, je pense que la nouvelle administration, c'est très bien que ça, ce sont les attentes du peuple. Le peuple sénégalais, ce qu'ils attendent le plus du gouvernement, ce n'est pas comme le veulent les Sérères ou bien les Diola, le pain et le riz, mais ce qui est plus important, c'est la justice pour ceux qui sont morts. Donc ça, c'est une chose voilà, qui est non négligeable, mais aussi la reddition des comptes, parce qu'on voit de gauche à droite des gens, tout d'un coup, qui sont des multimilliardaires au même moment, le peuple crève de faim. Il faudra mettre l'accent sur ces deux aspects qui sont vraiment importants pour pour que l'administration de Bassirou Diomaye Faye prenne un départ solide. Un sujet qui attire beaucoup d'attention récemment, la coopération entre le Sénégal et la Chine. La récente visite du président Bassirou Diomaye Faye lors du forum Chine-Afrique a suscité beaucoup de réactions. Que pensez-vous de cette visite et quels résultats concrets peut-on attendre pour le Sénégal? Oui, quand on parle de la Chine, on parle de la deuxième puissance démographique derrière l'Inde. Quand on parle de la Chine, on parle de la deuxième puissance économique des États-Unis derrière les États-Unis. Deuxième puissance économique derrière les États-Unis. Donc la Chine reste un partenaire non négligeable pour la République du Sénégal. Donc le fait de participer à ce sommet, donc pour les pays africains, donc ils doivent changer de paradigme au niveau de leur coopération. Donc c'est le moment de trouver une nouvelle approche dans le but de donner à l'Afrique une nouvelle destination sur le plan de la coopération. Donc une coopération bilatérale basée sur une coopération mutuelle qui permet de trouver une solution par rapport à ces nombreux défis qui attendent le continent africain dans le domaine infrastructurel, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, car l'agriculture africaine doit être modernisée avec une agriculture intensive et extensive pour pouvoir satisfaire les besoins alimentaires de l'Afrique, mais aussi de pouvoir exporter à travers le monde. Donc une coopération avec la Chine, ce serait une bonne chose. La Chine étant une puissance mondiale occupe une place stratégique
de plus en plus importante. Selon vous, quels sont les principaux avantages pour le Sénégal de renforcer sa coopération avec la Chine, notamment en termes d'industrie, en termes d'agriculture et en termes de nouvelles technologies? Alors, merci par rapport à cette question. Si on voit même voilà, le président Bassirou Diomaye Faye, quand il était en Chine, voilà, ses objectifs étaient clairs. C'était dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aussi de la formation professionnelle. Donc, ce sont les objectifs du président Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il était en Chine avec l'ensemble de son équipe. Donc, c'est ce qu'on attend de la Chine. C'est-à-dire que, voilà, nous, depuis les indépendances, on avait une coopération entre voilà, l'ancienne puissance coloniale ou bien l'Occident et l'Afrique qui n'était pas vraiment... Voilà, qui n'était pas vraiment fructueuse vis-à-vis de nos pays. Donc, on développait, ce sont des coopérations qui développaient toujours notre sous-développement. C'est le moment de trouver une nouvelle approche, de trouver un nouveau départ avec la coopération chinoise qui nous permet vraiment de sortir du sous-développement. Parce que la Chine était là où on était il y a 50 ans seulement. La Chine était un pays sous-développé, donc ruiné par plus d'un siècle de guerre civile avant l'arrivée de Mao à partir de 1949. Donc ils ont tout fait, voilà, pour étouffer les velléités de déstabilisation de l'Occident, et ils ont su imposer, voilà, avec un modèle de développement qui leur est propre, avec ce qu'on appelle le communisme de marché, c'est-à-dire que ce sont des communistes, mais ça ne les empêche pas de s'ouvrir au monde capitaliste et bénéficier des investissements étrangers afin de lancer leur économie, avec le président Deng Xiaoping jusqu'à devenir aujourd'hui une grande puissance sous la présidence de Xi Jinping. En comparaison avec la coopération sino-occidentale, suscite aussi des débats. Pensez-vous que la coopération avec la Chine est plus favorable pour le Sénégal que celle avec l'Occident? Si oui, pourquoi, selon vous? Alors, lors de la visite du président Bassirou Diomaye, le président Xi Jinping de la République populaire de Chine a dit officiellement que voilà, la coopération avec l'Occident nous a infligé de profondes blessures. Donc, c'est une chose, en fait, c'est la logique de la géopolitique mondiale qui nous impose cela. Donc, il faut changer de paradigme, il faut tourner cette phase. La phase, c'est quoi? C'est d'aller vers une coopération qui nous donne des opportunités. Quand on parle de la Chine, on parle des BRICS, c'est-à-dire que voilà, c'est un groupe de pays, de 10 pays, qui disent que voilà, il faut qu'on change ce qu'on appelle la coopération ou bien la vision du monde de Bretton Woods. Quand on parle de Bretton Woods, c'est les institutions internationales qui ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire FMI et la Banque mondiale. Donc, ce sont des institutions internationales qui développent le sous-développement de nos pays. Donc, les BRICS contournent cela. Donc, et les BRICS, c'est 44% de la population mondiale. Les BRICS, c'est quoi? Les BRICS, c'est 23% du PIB mondial. Donc, si on prend l'exemple de la Chine a investi pendant le premier semestre de 2024 plus de 152 milliards de dollars. C'est le premier partenaire économique du continent africain. En même temps aussi, la Chine promet 50 milliards pour les prochaines années pour l'Afrique. Donc, c'est une coopération qui annonce des perspectives vraiment positives pour l'Afrique. Donc, ce serait une bonne chose de se tourner exclusivement vers la Chine pour essayer plus ou moins aussi de contrebalancer la coopération avec l'Occident. Pensez-vous, en parlant des BRICS, pensez-vous pouvoir voir le Sénégal un jour intégrer les BRICS? C'est tout à fait normal parce que voilà, il y a 10 ans, on ne pensait pas que des pays comme l'Éthiopie, voilà, des pays comme les Émirats Arabes Unis intègrent l'Éthiopie. Aujourd'hui, des pays comme l'Éthiopie, des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, voilà, intègrent récemment le BRICS. Donc pourquoi pas le Sénégal dans les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années. La seule chose qui prévaut, la seule chose qui s'impose pour que cela se réalise, c'est de travailler dans la transparence. Nous allons toujours rester dans ce domaine des relations internationales, mais cette fois-ci en abordant les liens entre le Sénégal et la Russie, en parlant des BRICS. La Russie est-elle, selon vous, un partenaire commercial fiable, notamment dans le secteur militaire et agricole? Donc très bien, merci. Quand on parle de la Russie le plus souvent en Afrique, parce que nous le plus souvent en Afrique, on est plus ou moins manipulé par les médias occidentaux. Donc la Russie suscite plus ou moins de la peur sur le plan de la coopération, mais la Russie, je pense que c'est un partenaire stratégique fiable. Donc quand on parle de l'agriculture, la Russie c'est un modèle.
sur le plan agricole à travers le monde avec son blé. Donc on a vu qu'avec le conflit en Ukraine, donc il y a une crise par rapport au blé. Donc c'est ce qui fait que voilà, la Russie c'est un pays sur lequel c'est un pays auquel le Sénégal peut compter pour la modernisation de son agriculture, parce que l'agriculture sénégalaise repose majoritairement sur ce qu'on appelle la paysannerie, alors que nous, on veut une agriculture intensive, une agriculture commerciale capable d'être concurrencée parce que nous avons tout. Le Sénégal, c'est un pays qui est entouré par l'eau, que ce soit le fleuve Sénégal, que ce soit le fleuve Gambie, le fleuve Casamance, tous ces fleuves qui arrosent le Sénégal avec un bon partenaire sur le plan agricole pour une mécanisation de l'agriculture. Le Sénégal peut vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire et devenir une grande puissance agroalimentaire à travers le monde. Et sur le plan militaire aussi, quand on parle de la Russie, on parle de l'Union soviétique. Quand on parle de l'Union soviétique, on parle de d'une grande puissance qui a marqué l'histoire à travers les actes militaires qu'ils ont posés. Donc la Russie, c'est un partenaire fiable qui peut nous permettre de moderniser nos armées, mais aussi de moderniser nos services secrets, donc pour relever les défis de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. En parlant de ça, pourrons-nous attendre de voir peut-être Wagner être présent au Sénégal? Comme nous le savons très bien, c'est un sujet délicat qui est la présence des mercenaires du groupe Wagner en Afrique. Comment interprétez-vous cette influence croissante en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso? Est-ce une menace ou une opportunité pour la stabilité de la région? Alors, je pense que la présence de Wagner en Afrique, c'est l'échec de la présence des armées occidentales, que ce soit l'armée française, que ce soit l'AFRICOM, c'est-à-dire le programme militaire américain en Afrique, ou bien l'armée britannique et les autres armées européennes ou bien occidentales qui sont présentes en Afrique et qui n'empêchent pas que cela n'empêche pas que ces pays restent des pays instables et dominés par des luttes des groupuscules terroristes qui déstabilisent ces pays. Donc le fait que les pays comme le Mali, un pays comme le Mali, un pays comme le Burkina ou bien un pays comme le Niger qui font appel à la Russie pour assurer la formation et l'équipement de leurs armées, c'est la résulte de l'échec pour la coopération militaire avec l'Occident. Donc il faudra dire aussi dans ce sens que la Russie a toujours été un partenaire fiable par rapport à l'Afrique. Si on voit du temps des indépendances, la Russie était là pour armer l'Algérie pour sa guerre d'indépendance. La Russie était là pour soutenir le régime de Sékou Touré. La Russie était là, quand on parle de la Russie, on parle de l'URSS, bien entendu. Ils étaient là pour soutenir les Lumumbistes. Après l'assassinat de Lumumba, les Russes étaient là aussi en Angola avec Dos Santos et Agostinho Neto, ou bien Frélimo au niveau de Mozambique, ou bien l'ANC pour lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Les Russes ont toujours été là, les Russes ont toujours coopéré avec l'Afrique de façon positive, les Russes ont toujours aidé l'Afrique de façon positive. Le reste, c'est de la manipulation des médias occidentaux vis-à-vis de la Russie. Moi, je vois que la Russie, c'est un partenaire vraiment fiable, surtout nous, le Sénégal, qui ont des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole, et la Russie est leader dans ce sens avec son entreprise Gazprom, qui est en train de faire un excellent travail dans ce domaine. Donc, et ces efforts qu'ils ont faits ont été plus ou moins interrompus par la guerre en Ukraine. La Russie est souvent perçue comme un acteur géopolitique ayant des objectifs stratégiques en Afrique. Pensez-vous que le Sénégal peut tirer parti de cette dynamique sans compromettre ses relations avec d'autres partenaires internationaux comme les États-Unis ou la France? Le Sénégal ne doit pas avoir ce qu'on appelle actuellement des partenaires traditionnels sur la durée. Ce qui importe actuellement, c'est ce qui nous permet de défendre nos intérêts vitaux. Si c'est la Russie qui nous permet de défendre les intérêts vitaux et stratégiques de la République du Sénégal pour sa modernisation, pour sa rupture que la nouvelle administration de Bassirou Diomaye Faye a annoncé, pourquoi pas? Parce que nous sommes dans une zone qui est tellement instable, minée par la menace des groupes terroristes. Donc l'avènement de la Russie constitue quelque chose de très important dans le but de rééquiper nos armées, moderniser nos armées. On sait bien que l'Occident ne fait pas de transfert de technologie, surtout sur le plan militaire, qui est mon domaine, vis-à-vis de nos pays. Le plus souvent, ça n'existe pas. Donc, par contre, la Russie fait des transferts de technologie. Si tu vois, des armées comme l'armée algérienne qui travaille avec
qui s'équipent avec du matériel militaire de la Russie, que ce soit l'Angola, que ce soit des pays, voilà, des pays comme l'Éthiopie, voilà, qui sont très bien armés, l'Égypte même, du temps de Gamal Abdel Nasser, ou bien Enver El Sadat, etc. Ce sont des pays qui ont été armés par la Russie, qui les a donné du matériel militaire de dernière génération. Par contre, chez nous, non. Le plus souvent, on nous donne des C4 qui datent de la Seconde Guerre mondiale pour notre armée, etc. Donc, ou bien qu'ils nous donnent des véhicules motorisés, mais pas des chars en chenilles, qui nous permettent de moderniser. Tout ça, voilà, la coopération avec l'Occident n'est pas très importante dans ce sens sur le plan militaire. Si c'est la Russie qui nous permet d'avoir une sécurité permanente dans la sous-région du Sahel, pourquoi pas la Russie? Vous parlez tout à l'heure de gaz. Nous savons très bien que le Sénégal est un pays immensément riche en ressources naturelles. Le partenariat russe-Sénégal pourrait-il s'étendre à d'autres secteurs tels que l'énergie, notamment le gaz et le pétrole, les infrastructures ou la formation professionnelle? Quel secteur, selon vous, devrait être prioritaire dans ce cadre-là? Voilà, je pense qu'il faut mettre l'accent sur dans le secteur des ressources énergétiques telles que le gaz, le pétrole. La Russie, c'est un modèle dans ce domaine, mais aussi la modernisation de l'agriculture pour une agriculture mécanisée, modernisée en quelque sorte, et dans le domaine militaire, parce que la Russie, c'est un domaine c'est une puissance qui peut aider nos forces armées, en même temps aussi son service secret, FSB, donc peut bel et bien nous aider dans le domaine des renseignements d'anticiper certaines attaques terroristes. Nous allons maintenant aborder une autre question qui divise souvent les opinions. La position du Sénégal sur la cause palestinienne. Le Premier ministre Ousmane Sonko a adopté une position claire en faveur de la Palestine. Cette position ne risque-t-elle pas de compromettre les intérêts stratégiques du Sénégal, notamment avec Israël et ses alliés de l'OTAN? Nous, on n'est pas là pour défendre les intérêts de l'OTAN, on n'est pas là pour plaire l'OTAN, même si ce sont des puissances qui sont capables de déstabiliser notre pays. Mais il faut essayer de chercher de la grandeur, parce que le Sénégal doit continuer d'exister en tant que nation et en tant que grande nation qui existe depuis très longtemps. Donc la position du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, c'est une position qui est croiseuse quand même, parce qu'aucun président n'a pu prendre, aucun président ou bien voilà, un leader politique sénégalais n'a pu prendre cette décision, c'est lui qui l'a pris. Donc nous l'encourageons dans ce sens aussi à continuer à soutenir un peuple qui est vraiment vaillant, un peuple qui est vraiment courageux, donc qui a été plus ou moins cherché de ses terres. Donc depuis 1948, la Palestine se bat pour avoir un État, mais malheureusement, voilà, ils ont été plus ou moins abandonnés par ses frères arabes depuis 1978 avec les accords de Camp David. Donc les Palestiniens se battent avec les intifadas, avec leurs pierres, avec tout ce qu'ils peuvent. Jusqu'à présent, voilà, l'autorité palestinienne, voilà, et dans le vent, les Palestiniens sont des réfugiés politiques partout à travers le monde. Donc le fait de les soutenir, je pense que c'est quelque chose de courageux, quelque chose de normal et quelque chose d'humain surtout. On est des êtres humains. Mais par contre, il y a aussi un problème. Le problème, c'est que voilà, le fait de soutenir la Palestine aussi peut frustrer un pays comme l'État d'Israël, donc qui peut activer voilà, certains services qui peuvent déstabiliser le Sénégal. L'opinion publique sénégalaise, majoritairement favorable à la cause palestinienne, influence-t-elle la position du gouvernement et dans quelle mesure cela est-il pris en compte dans les décisions diplomatiques? Donc oui, je pense que la nouvelle administration du Sénégal est en phase avec son peuple. Donc on sait bien que voilà, c'est le peuple sénégalais, c'est un peuple qui est vraiment sensible. Donc par rapport à ce qui se passe à travers le monde, par rapport à la Palestine, c'est pourquoi, pour répondre aux exigences du peuple sénégalais, donc le fait de soutenir la cause palestinienne, c'est quelque chose de positif. Mais comme je vous l'ai dit, hein, il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est le fait que donc l'Israël c'est un partenaire militaire parce que le plus souvent une bonne partie de notre équipement militaire vient d'Israël, donc surtout dans le domaine de la marine nationale, avec les vedettes qu'on a, avec les patrouilles voilà, qui sillonnent nos océans pour assurer leur sécurité. C'est du matériel qui vient d'Israël. En tant que spécialiste ayant soutenu votre mémoire de Master 2 sur cette question, votre avis nous éclaire. Comment percevez-vous du coup l'équilibre que le Sénégal doit maintenir dans sa diplomatie entre soutien à la Palestine et coopération avec des partenaires stratégiques comme Israël? Moi, je me suis dit que c'est bel et bien de soutenir l'autorité palestinienne, mais ce qui est plus important, c'est de défendre les intérêts du Sénégal.
parce que voilà, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a nommé un premier ministre du nom d'Ousmane Sonko, ils sont là pour défendre les intérêts du Sénégal. Ce qui importe, c'est de défendre les intérêts stratégiques du Sénégal. C'est la seule chose qui importe, qui est la chose la plus importante. Nous allons maintenant aborder un autre sujet qui touche particulièrement le Sénégal et qui est en particulier c'est des régions côtières comme Mbour, votre ville d'origine, fortement touchée par ce phénomène de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, quelles sont selon vous les causes profondes de ce phénomène et au-delà des seules raisons économiques? Oui, merci beaucoup. Par rapport à cette question, c'est une question dont j'ai trop envie de répondre. Ça me fait plaisir de répondre dans la mesure où, voilà, moi je viens de Mbour, je viens d'une famille de pêcheurs de Lébou en quelque sorte. Donc on sait bien que les causes de l'immigration clandestine, c'est le fait que voilà, les pêcheurs n'arrivent plus à avoir du poisson comme avant parce que les licences de pêche qui ont été signées, que ce soit dans les années 80, 90 comme 2000, ont fait de telle sorte que les ressources halieutiques, il y a une raréfaction des ressources halieutiques au niveau des eaux, que ce soit les eaux territoriales comme les eaux économiques exclusives du Sénégal. Les pêcheurs n'arrivent plus à avoir du poisson. C'est pourquoi parfois ils vont jusqu'en Guinée-Bissau, jusqu'en Mauritanie, jusqu'en Guinée-Conakry pour avoir du poisson. C'est un peu difficile qu'ils n'arrivent pas à en avoir à cause de ces bateaux étrangers qui tuent notre océan. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos familles, ou des familles proches que je connais, parce que moi je viens de cette région, prennent leur pirogue et préfèrent aller en Espagne pour trouver un avenir meilleur. Donc la solution, nous le savons, il faut que l'État du Sénégal prenne des mesures vis-à-vis de cela, premièrement en relançant ce qu'on appelle la pêche au Sénégal avec l'annulation de ces accords et licences de pêche qui ne répondent pas, qui n'est pas en adéquation avec les besoins des Sénégalais, avec les besoins des pêcheurs en premier. La récente visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au Sénégal pourrait-elle réellement aboutir à des solutions durables pour freiner l'immigration clandestine, en particulier pour des régions comme Bourg fortement touchées par ce phénomène? Je pense que voilà, ce qui est normal, c'est le fait de trouver une solution pour l'emploi des jeunes. Car on parle de ces jeunes, ce sont ces jeunes-là qui se sont battus pour qu'il y ait une alternance, politique au Sénégal. Ce sont ces jeunes qui sont morts pour qu'il y ait une alternance politique au Sénégal. C'est la raison pour laquelle il faudra trouver une solution à ces jeunes, c'est-à-dire leur faire des formations, leur financer ou bien créer de l'emploi et les cadrer, c'est mieux. Donc si on ne fait pas ça, je pense que plus rien n'empêchera à ces jeunes de vouloir quitter le Sénégal, que ça soit par le désert ou bien par l'océan, ils partiront. La seule chose, la visite du ministre ou bien les accords qu'on a signés, tout ça n'auront pas d'importance dans la mesure où l'État du Sénégal ne pose pas vraiment des actes, des jalons solides pour trouver de l'emploi à ces jeunes. Si ces jeunes-là ne trouvent pas d'emploi, ils vont le trouver ailleurs, que ce soit à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis avec la route de Nicaragua ou bien la route de l'océan Atlantique avec l'immigration clandestine. Comment pensez-vous que le gouvernement peut-il favoriser l'entrepreneuriat des jeunes pour limiter la tentation d'immigrer? Étant donné que nous sommes tous d'origine sénégalaise, beaucoup de jeunes pensent que l'Europe c'est l'Eldorado. Immigrer clandestinement vers l'Europe est peut-être une solution qui pourrait résoudre leurs problèmes. Aujourd'hui, quel message pouvez-vous donner à ces jeunes-là afin qu'ils puissent comprendre que prendre la mer, c'est un risque énorme qui peut leur coûter la vie et qui en a déjà coûté la vie à d'autres. Donc aujourd'hui, si vous avez un message à leur adresser. Alors oui, par rapport à cette situation, c'est un peu difficile pour nous qui sommes en Europe. Vous ne pouvez pas être en Europe et dire à quelqu'un qui est au Sénégal de ne pas venir. C'est un peu compliqué. Donc il faudra comprendre ça. Il y a une autre chose aussi. Donc pour ne pas pouvoir venir, il faudra avoir peur de la mer. Quand nous qui venons de familles lébou de pêcheurs, donc nous on n'a pas peur de la mer, on n'a pas peur de prendre des pirogues et venir immigrer ici. Donc c'est un peu compliqué. La seule chose à dire aux jeunes, la seule chose à faire, c'est de dire aux jeunes que le Sénégal est dans une phase de transition. Donc il y a un gouvernement qui arrive, donc qui est en train de faire une reddition des comptes, après poser ce qu'on appelle les jalons ou bien les bases pour un Sénégal de demain, un Sénégal qui est prospère. Donc c'est la seule chose à leur dire, d'avoir de la patience au bout d'un an et demi pour voir ce que ça va donner avec la nouvelle administration. C'est la seule chose que je leur dis, c'est l'appel que je fais et je profite
profite aussi par rapport à ce message pour présenter mes condoléances à l'ensemble de nos familles qui ont perdu des proches à bord. Donc voilà, c'est la vie. Donc il faudra essayer de faire avec et dire aux jeunes aussi de rester et d'avoir de la patience. J'en suis sûr et certain, d'ici un an et demi, d'ici 2 ans, on verra que un Sénégal nouveau naîtra sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. En parlant de patience, on sait très bien que le Sénégal aujourd'hui qu'on est en chômage. Le gouvernement peut-il mettre des actions concrètes en place pour quand même soutenir quand même ces jeunes-là afin qu'ils évitent de prendre la mer et de risquer leur vie? Oui, ben, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que donc ça va être un peu compliqué de retenir les jeunes. Mais voilà, avec les fonds comme le DER et tout ça là qui financent les projets des jeunes, je pense qu'avec cela, il faudra poser rapidement des actes quand même pour leur montrer que voilà, on est sur une bonne lancée, on ne vous a pas oublié pour que les jeunes puissent rester. Mais tant qu'il n'y aura pas cela, ils vont partir. Donc c'est le conseil, voilà, que c'est ce que je pense par rapport à la nouvelle situation. Après avoir exploré les relations internationales, revenons maintenant à l'actualité politique nationale, avec un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Nous allons nous intéresser à un événement majeur qui a récemment secoué la scène politique sénégalaise, la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye. Selon vous, cette décision a-t-elle été prise à ce moment précis? C'est une réponse à une impasse politique ou aux défis de gouvernance auxquels le pays fait face? Oui, moi je pense que c'est une décision qui est très sage quand même, donc qui a été prise dans le but de tourner vers l'avenir. Donc c'est une décision qui permet de reconstruire, c'est une décision qui permet de penser à répondre aux exigences des Sénégalais. Donc quand on parle de l'Assemblée nationale, on parle d'une assemblée qui a été élue au mois de juillet 2022. C'est une élection qui a été entachée de fraude et qui ne reflétait pas ce qu'on appelle l'expression de la volonté populaire, donc du peuple sénégalais. Donc je trouve que c'est tout à fait normal que cette assemblée soit dissoute, en même temps que c'est cette assemblée nationale qui a enfreint ce qu'on appelle le règlement intérieur. Voilà, de l'Assemblée du Parlement. C'est quelque chose qui n'est pas normal, qui est intolérable autant pour moi. En même temps aussi, c'est cette Assemblée nationale qui attendait l'arrivée du Premier ministre. Quand on parle du Premier ministre, c'est la personne dont le président de la République a fait confiance pour former et diriger son gouvernement. Donc eux, la seule chose qu'ils attendaient, c'était d'attendre l'arrivée du Premier ministre pour sa déclaration de politique générale afin de le destituer. Donc c'est dans ce sens que le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, a eu la sage décision de dissoudre l'Assemblée nationale dans le but de permettre au pays de tourner vers ce qu'on appelle la reconstruction dans la rupture. Avec les élections législatives fixées au 17 novembre 2024, la situation politique se complique. Comment le PASTEF se prépare-t-il à cette échéance cruciale dans ce contexte particulier? Étant membre du mouvement national des cadres, alors, c'est-à-dire que je pense qu'on doit rester toujours sur la même dynamique qu'on était par rapport à la présidentielle. Donc, PASTEF est prêt, PASTEF est prêt autant pour moi dans le but de retourner sur le terrain, battre campagne pour avoir ce qu'on appelle la majorité. Car c'est la majorité qui permet au président de la République de pouvoir mettre en avant sa politique de rupture, sa politique de réforme, sa politique de reconstruction du Sénégal. Donc il faut que les militants redescendent sur le terrain, commencent à parler aux Sénégalais pour leur expliquer ce qu'on appelle c'est quoi l'Assemblée nationale, c'est quoi un député. Parce que depuis le Sénégal, on a l'habitude de voir des députés qui disent que moi je suis un député d'Abdoulaye Wade, je suis un député de Macky Sall. Donc alors que dans une démocratie représentative comme la démocratie sénégalaise, l'Assemblée nationale est quelque chose, est un pilier très important parmi les 3 pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif comme le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif qui est représenté par l'Assemblée nationale est quelque chose de très important car c'est là où l'on vote les lois. Donc c'est là où passent ce qu'on appelle les projets de loi. Donc il doit être voté par les parlementaires. Ces parlementaires-là doivent être des gens qui sont conscients des enjeux du pays et des enjeux de l'international. C'est le moment de mettre à l'Assemblée nationale des députés qui vont défendre les intérêts des Sénégalais, mais pas des députés qui vont défendre les intérêts d'une personne. Donc retournons sur le terrain, préparons la campagne pour
avoir la majorité afin de changer le visage du Sénégal, faire du Sénégal un pays développé, faire du Sénégal un pays qui émerge à travers le monde. Afin de pouvoir aussi concrétiser le projet PASTEF. C'est ça. Et quel message souhaitez-vous adresser aux patriotes avant cette échéance? Donc le message concernant la mobilisation et comment se préparer surtout pour donner la majorité absolue au président Bassirou Diomaye. Il faut rester sur la même dynamique. La même dynamique, c'est de retourner sur le terrain, parler avec les Sénégalais, parce que les Sénégalais savent qu'il y a un nouveau président qui arrive, voilà, qui est là, mais il y en a beaucoup qui disent qu'on ne sent pas encore le changement. Donc c'est tout à fait normal, on est dans une phase de transition, la reddition des comptes, la réforme des institutions, tout ça, ça prend du temps, parce qu'il faut que tout cela soit fait pour amorcer ce qu'on appelle le nouveau départ. Donc tant qu'il n'y a pas de ces réductions de comptes, tant qu'il n'y a pas ces réformes au niveau de ces institutions, le Sénégal n'ira nulle part. Parce que, voilà, si vous avez pris le pouvoir, travailler sur des choses qui ne sont pas solides, à faire ce qu'on appelle du tâtonnement, donc on aura le même résultat. Le résultat, c'est quoi? Une série d'échecs. Alors que nous, on n'a pas envie d'échouer. Ce qu'on veut, c'est de réformer le Sénégal, faire du Sénégal un pays développé. Donc faisons les choses normalement, c'est-à-dire on fait les réformes, on fait ce qu'on appelle la réduction des comptes, réformer les institutions et lancer le projet PASTEF pour que le Sénégal puisse devenir demain un pays développé. En parlant de réduction des comptes, il paraît qu'il y a une liste qui a été fournie au Sénégal, une liste concernant les anciens ministres du régime Macky Sall qui sont interdits de sortir du territoire. Le processus est en cours. Le processus est en cours. Il y en a beaucoup parmi eux qui disent que voilà, on ne peut pas m'interdire de sortir du territoire, alors qu'il y en a d'autres qui sont sortis et qui refusent de revenir. L'opposition crie aux chasse aux sorcières. Il n'y a pas de chasse aux sorcières quand même. Hein. Quand on parle de chasse aux sorcières, on sait bien comment ça se déroule à travers le monde. Les gens sont emprisonnés même avant même d'être jugés, alors que nous, pour l'instant, on ne demande à personne. Personne n'est arrêté. Ils sont dans le pays en train de vaquer à leurs préoccupations. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'attendre qu'on fasse la réduction des comptes, que chacun rende des comptes. Après, voilà, si vous n'avez plus envie, vous n'êtes pas patriote, vous n'aimez pas le Sénégal, vous avez dirigé un pays pendant 23 ans, pendant 12 ans, autant pour moi, à la fin de votre exercice, vous voulez partir. C'est parce que vous manquez de patriotisme et que vous n'avez rien fait pour ce pays. Mais avant de partir, s'il vous plaît, on sait que vous êtes des gens libres, vous êtes des gens indépendants. Donc attendez de rendre des comptes. Une fois rendre des comptes, vous pourrez quitter le Sénégal définitivement avec votre famille. Merci beaucoup Modoba pour cet échange. Vous avez partagé avec nous une vision éclairée et engagée. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est Kaddu Diaspora sur Sen Impact Média. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.